Aujourd'hui, on sort son plus beau kimono, le parapluie qui cache une lame, et on marche dans la neige dans un seul but, la vengeance. Konnichiwa les Geekoonyu, dans le supplément geek du jour, vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de Lady Snowblood, et comme d'habitude maintenant, vous le savez, en fin d'épisode, on retrouvera la dose geek, mes lectures de la semaine, et on va avoir au programme Le Garçon et le Dragon, Carnage de Ramvi, le deuxième tome, et on continue de suivre Dan Dadan avec les tomes 11 à 15. Je rattrape mon retard petit à petit. Mais avant ça, on part au Japon, au début de l'ère Meiji, sur les traces d'une femme née pour venger sa petite maman. C'est bon? Tout le monde est présent, vous avez bien votre goûter, en rang 2 par 2, vous avez vos katanas? Allez, on suit Yuki et on va voir comment rendre la neige rouge. Lady Snowblood, ou Shurayuki Hime en version originale, c'est un manga de sabre et il est écrit par Kazuo Koike et dessiné par Kazuo Kamimura. C'est une œuvre prépubliée au Japon au début des années 70, de février 72 à mars 73 exactement. Donc oui, c'est pas tout jeune. Dans le magazine Shukan Playboy de la Shueisha. Et oui, il y a des zigunsboob et des zizounettes, donc c'est dans Shukan Playboy. Mais c'est vraiment pas que ça, Lady Snowblood, pas du tout même, mais ça, on va y revenir. En France, le manga arrive super tard, puisqu'il arrive chez Kana en 2007, en 3 tomes. D'ailleurs, je suis deg parce que j'avais cette édition, elle était trop belle, un peu argentée là, mais je crois que mon ex l'a gardée, hélas, et elle est un petit peu loin pour que je lui demande de me les rendre. Mais je l'ai repris, sous sa nouvelle édition, toujours Kana, mais cette fois, c'est un seul gros volume, un méga pavé, qui reste joli, paru le 25 août 2017. Bon, c'est plus de 1400 pages, donc préparez vos avant-bras pour la lecture, mais si vous allez à la salle, ça devrait bien se passer. Bon, je vais vous le pitcher du coup en vitesse avant de vous en dire un petit peu plus après. Sayo a vu son mari et son fils se faire assassiner devant ses yeux, puis elle a été intimement abusée. Vous comprendrez que je vais pas dire le mot. Et ça par un groupe de criminels, 3 hommes et une femme. Bon, elle savait quand même se défendre, notre chère Sayo, et elle a réussi à supprimer l'un de ses agresseurs, sauf que, c'est elle qui se retrouve condamnée. Et pour elle, c'est la prison à vie. Et en prison, elle va donner naissance à Yuki, à qui elle transmet un seul héritage. Et c'est pas une maison, c'est pas une bibliothèque incroyable, mais une mission, la vengeance. Et c'est pas un petit manga de baston qu'on lit comme ça avec un chocolat chaud en espérant que le prochain combat soit sympathique. C'est violent, et pas que dans les coups. Très cruel, parfois même très dur, avec des scènes de violence abusive au niveau intime. On va dire qu'on y trouve une vision sombre du désir, du pouvoir, c'est blindé de misogynie et de corruption. Un monde merveilleux, quoi. Mais c'est aussi une œuvre d'une beauté folle, vraiment élégante, je dirais même qu'il y a un petit côté cérémoniel. Quand je l'ai lu il y a 13 ou 14 ans, je pense maintenant, c'était il y a un moment, je me disais c'est horrible, et c'est magnifique. Exactement en même temps, et en fait je me le dis toujours. Et c'est le genre de paradoxe qui me donne très envie d'en parler dans un épisode de Supplément Geek. C'est ce que je suis en train de faire. Mais avant d'aller plus loin sur l'histoire, parlons des Kazuo, les artistes qui ont créé ce manga. À commencer par Kazuo Koike, le scénariste. Le petit Koike est né en 1936 et il nous a malheureusement quittés en 2019 à l'âge de 82 ans et c'est l'un des grands scénaristes du manga adulte. Donc pas X, même si on peut apercevoir quelques parties de temps en temps, on est quand même très loin du hentai en vrai. Et je sais pas trop si son œuvre la plus connue ce serait Lady Snowblood ou plutôt Lone Wolf and Cub, qui est aussi un immense monument du manga, créé avec le dessinateur Goseki Kojima. C'est aussi lui qui a écrit Samurai Executioner, Mad Bull 34 ou encore Crying Freeman. Crying Freeman qui a même eu son adaptation en film américain avec la légende Marc Dacascos. Quand j'ai fait mes petites recherches sur lui, je suis tombé sur un article d'Actua BD qui le surnomme carrément le samouraï du scénario. Et ils insistent sur son importance dans la modernisation du manga. Donc par exemple son storytelling centré sur le personnage, sa capacité à donner un souffle épique à ses récits et surtout son influence internationale. Koike, c'est un auteur qui raconte des trajectoires et elles sont souvent obsessionnelles. Ces personnages, ils vont pas avancer juste comme ça parce que faut faire bouger l'intrigue. Généralement, c'est plus une histoire de code
à suivre, de porter une blessure ou une malédiction, ou encore d'avoir une dette à payer, d'être redevable. Par exemple, dans Lone Wolf and Cub, c'est le Ronin et son enfant. Dans Crying Freeman, c'est le tueur qui pleure. Et dans Lady Snowblood, c'est une femme née et élevée comme une arme. Évidemment, Koike étant décédé en 2019, il n'y a pas vraiment d'actualité chaude le concernant. Mais son œuvre continue de vivre à travers les rééditions, par exemple. Et justement, on peut retrouver une nouvelle édition de Lone Wolf and Cub chez Panini Manga, dispo le 27 mai 2026. C'est dans une semaine pile au moment où sort cette vidéo. Passons au dessinateur maintenant, Kazuo Kamimura. Né en 1940 à Yokosuka, lui aussi nous a quittés, mais c'était il y a 40 ans, et ça nous rajeunit pas. Comme son homonyme, c'est un grand nom du manga adulte, donc plutôt du seinen ou du gekika. Coucou, c'est le geeks du montage. Je sais pas dire ce mot, c'est pas gekika, c'est gekiga. Mais je sais pas dire ga après un ki visiblement, donc je galère à le dire. Là, pour faire cette petite vidéo là, j'ai mis une demi-heure. À chaque fois, je dis gekika, kekiga, je galère. Bref, on s'en fout, mais je voulais quand même vous le dire, parce que j'aime pas faire des erreurs. Allez, bisous, à tout à l'heure. Ou pas. Il a étudié le design à l'université et a travaillé comme illustrateur dans une agence publicitaire. Et enfin, il a débuté dans le manga en 1967 avec Kawaeko Sayuri-chan no Daruku, un titre qui, sauf erreur de ma part, n'a jamais été publié en français. Et pareil, derrière, il a fait quelques beaux morceaux, je pense notamment à Dosei Jidai, plus connu en France sous le titre Lorsque nous vivions ensemble, ou encore Le fleuve Shinano. On peut aussi citer Une femme de Showa, écrit par Iki Kajiwara, le scénariste de Ashita no Joe, et dessiné par Kamimura en 1977. D'ailleurs, beaucoup de ses œuvres sont disponibles chez Kana dans la collection Sensei, la même collection que l'intégrale actuelle de Lady Snowblood. Sensei, c'est écrit là, Sensei. Franchement, son trait, on le reconnaît assez vite. C'est jamais très loin de l'estampe, ça se voit déjà sur la couve, je trouve. C'est joli, c'est élégant, avec de très belles courbes, et il sait aussi bien épurer ses scènes pour appuyer le côté dramatique, ou pour nous forcer à nous concentrer sur un personnage, que remplir une case avec plus de détails pour installer un contexte, une époque ou une ambiance. Du coup, pour Lady Snowblood, il dessine la violence, ouais, mais il va pas le faire comme un simple truc gore, il la chorégraphie. Donc il y a du blanc, il y a du vide, mais il y a aussi du tissu qui s'envole, des corps qui bougent, des regards et des compositions qui respirent. Et puis d'un coup, la lame, le sang, le drame. Bon vous vous doutez bien, pour ces actus, là encore, ça va être compliqué puisqu'il est mort en 1986 à seulement 45 ans. Mais son œuvre continue de paraître, on peut même dire qu'il y a une vraie redécouverte en Europe depuis quelques années, et en France, c'est donc grâce à Kana, qui a remis Kamimura en avant de sa collection Sensei, ou au Lézard Noir qui propose Les Fleurs du Mal par exemple, ou au Ranpo Gekika. Gekiga, c'est dur à dire. Par exemple, 13 Nuits de Vengeance chez Kana est ressorti en 2023, le deuxième tome en 2024, donc on peut dire que, éditorialement parlant, il est toujours actif, même des décennies après sa disparition. J'ai pas trouvé d'informations fiables sur la façon dont Koike et Kamimura se sont rencontrés, ni sur la raison précise pour laquelle ils ont été associés sur Lady Snowblood. J'ai l'impression que c'est vraiment qu'une question d'éditeurs qui voulaient les mettre ensemble. Mais ça, honnêtement, en fait, on s'en branle un peu, je trouve. Le principal, c'est la qualité, et elle est clairement au rendez-vous. En gros, ce qu'on sait, c'est qu'au début des années 70, les deux, ils sont dans une période très active. D'un côté, on a Koike qui enchaîne les grands récits adultes, et Kamimura de l'autre qui impose son trait élégant et mélancolique, et la Shueisha les réunit dans Weekly Playboy pour créer Shurayuki Hime, autrement dit, Lady Snowblood. C'était une bonne idée. Leur collaboration ne s'arrête pas totalement au manga principal, puisqu'ils reviennent ensuite sur le personnage avec Shurayuki Hime Fukatsu no Sho, une suite publié au Japon entre 73 et 74. Et en français, ça correspond à la troisième partie du bouquin chez Kana, le livre de la résurrection. C'est le dernier tiers de notre gros bouquin, là. Mais à ma connaissance, en dehors de l'univers Lady Snowblood, j'ai pas trouvé d'autres collaborations entre nos deux Kazuo. Bon, maintenant, on peut parler de leur chef-d'œuvre un petit peu plus en profondeur. Et l'histoire de Yuki commence avant même sa naissance.
Sa mère, Sayo, vit dans une période de transition du Japon. On est au début de l'ère Meiji, le pays est en plein changement, l'ancien monde féodal se disloque pour faire place à la modernité, mais la violence, elle prend pas vraiment sa retraite. Et Sayo, c'est une victime d'un groupe de criminels. Son mari et son fils, je vous l'ai déjà dit, ils sont assassinés devant ses yeux. Et comme si c'était pas suffisant, elle subit une agression d'ordre intime, pour pas dire le mot encore une fois. Et donc là, sa vie, elle bascule clairement dans l'horreur. Mais elle réussit quand même à tuer l'un de ses agresseurs. Et elle sera condamnée à la prison à vie à cause de ça. Super la vie. À partir de là, elle va vouer son existence à une seule chose, transmettre sa vengeance. Et donc pour ça, elle va tout faire pour avoir un enfant. En prison, je le rappelle. Avec que des femmes dedans. Enfin, que des prisonnières. Mais il y a bien quelques mâles qui y bossent et qui pourraient tout à fait convenir à son petit projet. Du coup, elle conçoit un enfant en prison, pas par amour, pas pour reconstruire une petite famille, mais pour créer l'instrument qui poursuit sa mission. Et cet enfant, c'est Yuki. Yuki naît dans la neige, d'où son nom. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le japonais, Yuki c'est un mot assez connu puisqu'il veut simplement dire neige. D'où cette image incroyable en vrai, une enfant née dans le froid, déjà chargée d'un feu intérieur qui n'est pas vraiment le sien. Elle n'a pas choisi sa quête, elle hérite d'une certaine haine, et pour elle c'est presque un devoir, elle doit écrire son histoire dans le sang. Sauf que Sayo ne va même pas pouvoir élever sa fille parce que elle meurt en couche. Et ça c'est important parce que Yuki, elle grandit pas avec une petite maman qui lui raconte le marchand de sable tous les soirs avant de dormir. Poulou poulou poulou, en rose et bleu de toutes les autres couleurs. Eh non, elle naît déjà orpheline avec une vengeance en héritage. Et les premières à porter cette histoire, ce sont les autres prisonnières. Elles sont là au moment de la naissance, elles recueillent les dernières volontés de Sayo et elles comprennent que cet enfant n'est pas juste un bébé, c'est le prolongement d'une promesse sanglante. Ensuite, Yuki est élevé par la sage-femme qui l'a mise au monde avant d'être confié à un prêtre bouddhiste pour un entraînement extrêmement rude. Parce que la vengeance, dans ce manga, c'est pas juste «Ouais, j'ai la haine, je vais y aller au talent, pouk pouk pouk». Non, Yuki elle est façonnée, elle est entraînée, et finalement elle est presque fabriquée. Elle apprend à manier le sabre, à utiliser son corps, sa beauté, son calme et sa ruse. Et surtout, elle apprend à devenir cette apparition froide et mortelle qu'on connaît, une femme qui peut cacher une lame dans son parapluie et transformer une promenade sous la neige en scène de crime ultra élégante. Et une fois adulte, Yuki devient donc Lady Snowblood, une tueuse à gages redoutable. Elle utilise souvent son apparence, sa grâce, sa beauté, sa capacité à être sous-estimée par les hommes comme une arme. On est donc dans une œuvre plus complexe que simplement Allez, elle va tuer les méchants un par un, c'est génial. non, c'est pas vraiment ça. Alors oui, Lady Snowblood, c'est une histoire de vengeance, mais c'est aussi une traversée d'un Japon qui est en train de se transformer. Et dans ce nouveau Japon, Yuki croise des personnalités puissantes, des criminels, des marginaux, des notables, des hommes rongés par l'argent, souvent très portés sur la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans ce monde de pouvoir, on trouve aussi pas mal de lâcheté en vrai. On va dire que Yuki devient presque un révélateur. Dès qu'elle entre dans une pièce, la pourriture morale commence à refaire surface. Et le manga prend parfois une forme assez feuilletonesque. Yuki accepte des contrats, elle enquête, elle arrive à manipuler ses proies, puis elle s'infiltre et enfin, elle frappe. Mais derrière chaque mission, il y a toujours le grand fil rouge, retrouver les survivants du groupe qui a détruit la vie de sa petite maman et disons-le, la sienne aussi par ricochet. Ce qui est fascinant, c'est que Yuki n'est pas vraiment présentée comme une héroïne chaleureuse. Plutôt l'inverse. Elle a la flamme de la vengeance, mais elle est hyper froide, précautionneuse et précise. Elle a même un petit truc de spectral. Elle ressemble moins à une justicière classique qu'une malédiction en kimono, quoi. Et dans cette histoire, il y a plein de personnages que je trouve très cool, qui ont leur importance, à commencer par Yuki évidemment, Lady Snowblood elle-même. Et ce serait trop simple de dire que elle n'est qu'une tueuse, sa beauté, son calme, sa maîtrise et son intelligence en font un personnage beaucoup plus trouble de mon point de vue. Il y a un petit quelque chose d'inhumain, presque mythologique. Voilà, son parapluie, son sabre, son kimono, son regard, tout participe à créer une iconographie immédiatement reconnaissable. En vrai, quand t'as lu Lady Snowblood,
Tu peux pas l'oublier, et je dirais même que tu la vois un petit peu partout après. Je pense que si on n'a jamais lu le manga, on peut avoir l'impression de l'avoir déjà croisé quelque part en tout cas, parce que son ADN s'est diffusé dans plein d'œuvres après elle. Évidemment, il y a aussi Sayo, donc la mère de Yuki, qui clairement, c'est la source tragique du récit. Elle subit l'horreur, puis transforme sa douleur en une sorte de programme de vengeance. Moralement, c'est un personnage très dur à aborder, parce qu'elle transmet à son enfant une vie bien merdique quand même, faut le dire. Mais dans la logique du récit, elle est aussi une femme privée de tout. Elle a plus sa famille, son avenir, sa liberté et même son corps. Donc ce qui l'anime, c'est plus vraiment la raison, mais la vengeance, qui devient son dernier langage en fait. Et si on parle de Sayo, on doit aussi parler de ses agresseurs. Ils représentent aussi différentes formes de corruption, violence masculine, lâcheté, avidité, abus de pouvoir, et le manga, il cherche pas à les rendre sympathiques, bien au contraire, mais ils font partie d'un monde malade que Yuki va s'occuper de découper, parfois littéralement. Il y a aussi les prisonnières, même si elles restent pas longtemps dans l'histoire, elles ont finalement un rôle essentiel. Elles sont les témoins de la mort de Sayo, et les premières gardiennes de son dernier souhait. Grâce à elle, on peut se dire que c'est une histoire de femmes, avec un S, c'est au pluriel, broyée par un monde violent, carcéral, masculin dans son fonctionnement, même quand les scènes se passent exclusivement entre femmes. Donc c'est pas un récit sur une femme seule. Les prisonnières sont peut-être secondaires, mais elles donnent à la naissance de Yuki une dimension collective qui ressemble à un rituel. Et puis il y a le maître, le prêtre bouddhiste, qui lui non plus n'est pas forcément le personnage le plus développé, surtout émotionnellement, mais il est important parce qu'il représente la fabrication de Yuki. C'est pas anodin si j'utilise ce mot, fabrication, il façonne vraiment Yuki pour qu'elle devienne une guerrière sous couverture. C'est lui qui participe à transformer l'enfant né de la vengeance en véritable arme humaine. Et le manga est rempli de personnages secondaires, on passe par des informateurs, des prostituées, des victimes, des malotrus, des politiciens, bref, plein de personnages. Et même s'ils sont que de passage, ça permet de décrire un Japon très vivant, très sale et très politique. L'ambiance de Lady Snowblood, c'est un melting pot assez rare de mon point de vue, puisqu'on y trouve du Chanbara, du Gekiga, c'est un récit de vengeance. Je pense que là on a bien compris maintenant que c'est un récit de vengeance. Mais il y a aussi de l'érotisme noir, du mélodrame, il a un petit quelque chose de conte macabre. Le manga regarde frontalement des sujets lourds, comme la domination masculine, cet héritage morbide, le corps utilisé comme arme, ou comme marchandise, et même en toile de fond la modernisation du Japon et l'idée d'une justice impossible. Graphiquement, Kamimura est super chaud. Le mec arrive à donner à l'horreur une certaine élégance qui, disons-le, est indécente. Chez lui, le sang peut surgir comme une fleur rouge dans une page de neige, et c'est là que l'œuvre peut mettre mal à l'aise, parce qu'elle est belle alors qu'elle raconte des choses abominables. Du côté de l'histoire, Koike est dans son élément, un personnage iconique, un objectif clair, une progression implacable, mais avec des détours qui enrichissent le monde. Il y a un équilibre entre les contrats que Yuki accomplit, qui montre son côté tueuse, froide et entraînée, et l'empathie créée par sa quête de vengeance. Et réussir à représenter ce Japon de la fin du 19e siècle, qui est en transition culturelle, en parlant de sa brutalité via des personnages croisés, en fait je trouve ça plutôt costaud. Balèze. J'ai pas de chiffres de top ou quoi que ce soit pour appuyer le fait que Lady Snowblood est un manga culte. Après, le succès fait pas tout non plus, Et il y a pas mal d'autres moyens pour se rendre compte que finalement, c'est bien le cas. Donc oui, je le dis, c'est culte. C'est noté, c'est culte. D'abord, par ses auteurs. Notre duo de Kazuo était deux grands noms, on l'a vu précédemment, chacun avec une forte identité. Ils étaient déjà réputés à l'époque de l'apparition du manga. Koike venait de l'école du scénario bien puissant, il savait faire des personnages moteurs, codifier la violence, et Kamimura, lui, apportait une certaine grâce graphique, une sensualité, une capacité à faire exister aussi bien les corps que les silences. Ensuite, très vite, il y a eu son adaptation au cinéma. Le film Lady Snowblood, réalisé par Toshiya Fujita, avec Meiko Kaji, qui sort en 73. Donc le manga venait de se terminer, de terminer ses deux premières parties. Et je vais pas mentir, je me souvenais même pas que je l'avais vu. C'est en écrivant cet épisode et en voyant les images que je m'en suis souvenu. Mais bref, j'ai vu passer une note de Criterion. Criterion, c'est une sorte de label de prestige aux États-Unis d'Amérique qui décrivait le film comme une œuvre où la vengeance gore est élevée au niveau d'une poésie visuelle. Plutôt sympa comme description, je trouve qu'elle correspond assez bien.
Et il y a eu un deuxième film, Lady Snowblood Love Song of Vengeance, sorti en 74. Donc là encore, la même année que la suite du manga. Je trouve ça assez fou que ce soit aussi rapide. En France, les deux films Lady Snowblood sont sortis en Blu-ray dans une intégrale chez HK Video Metropolitan en 2015. Mais je vous rassure, on avait pu voir quand même les films au cinéma bien avant. Et si on parle de cinéma, tout le monde le sait, ou pas. Mais bien sûr que le personnage de Oren dans Kill Bill, interprété par Lucy Liu, est inspiré directement de Lady Snowblood. Pas le manga pour Tarantino, mais le film, qui lui est directement une adaptation du manga. Bon là on a du ricochet, hein. Et si vous avez aimé La mariée en jaune, remontez la piste, dans la neige, il y a Yuki. Et il y a quelques temps, je vous parlais aussi de l'animé Joran, The Princess of Snow and Blood. Bon là, c'est pareil, on n'est pas dans la copie, mais l'ombre de Yuki plane vraiment pas loin. Et des œuvres comme ça qui adaptent, s'inspirent ou utilisent des éléments de ce chef-d'œuvre, il y en a quelques-unes. Déjà, il y a The Princess Blade, en 2001, qui transpose l'idée de l'héroïne vengeresse dans un Japon alternatif, un petit peu plus futuriste. On peut aussi citer Broken Oath, le film hongkongais de 77 avec Angela Mao, souvent présenté comme une sorte de remake non officiel de Lady Snowblood. Et côté manga, il existe aussi un spin-off, Tales of Lady Snowblood, écrit par Koike lui-même, mais dessiné par Ryoichi Ikigami, donc celui qui a dessiné Crying Freeman. Mais à ma connaissance, c'est pas disponible en français, et c'est très dommage, parce que putain, qu'est-ce que c'est beau! Et c'est là qu'on voit l'importance de Lady Snowblood. C'est pas seulement une œuvre culte parce qu'elle est vieille, belle ou violente, c'est une œuvre culte parce qu'elle a fabriqué une image. Évidemment, tout ne vient pas de Lady Snowblood, c'est pas ce que je dis. La femme vengeresse existait avant Yuki, le récit de vengeance existait avant Yuki, le sabre existait avant Yuki, mais Koike et Kamimura ont cristallisé tout ça dans une forme tellement forte. Cette femme en kimono, le regard froid, la lame cachée, le blanc de la neige et le rouge du sang forcément, visuellement, ça devient presque un langage. T'as même plus besoin d'expliquer, tu vois l'image, c'est bon, tu comprends le mythe. Du coup, même quand une œuvre ne cite pas directement Lady Snowblood, on peut parfois sentir son fantôme dans un petit coin de l'image. Donc Yuki n'est pas juste une héroïne badass, elle est beaucoup plus triste que ça, beaucoup plus inquiétante aussi, et c'est peut-être pour ça qu'elle marque autant. Parce que derrière l'icône pop, derrière le kimono et le sabre, et puis le parapluie surtout, il y a une idée beaucoup plus sombre, une femme à qui on a retiré la possibilité d'avoir une vie normale et qui devient la conséquence vivante de la violence des autres. Et pour moi, c'est ça la vraie importance du manga. Yuki n'est pas seulement restée dans ses pages, elle a circulé dans le cinéma, dans l'animation, dans la pop culture, et elle continue de hanter les héroïnes de vengeance encore aujourd'hui. Tout ça pour dire que Yuki a continué de vivre au-delà de l'œuvre dessinée par Kamimura et de ce titre que beaucoup considèrent comme un des piliers du manga moderne. Vous aurez compris, Lady Snowblood, c'est pas juste moi qui trouve ça génial. Au fond, c'est l'histoire d'une femme qui n'a presque jamais eu le droit d'être vraiment une personne. Elle est d'abord le dernier vœu de sa mère, ensuite, c'est une arme, et encore après, une légende. Et c'est justement ce qui rend le manga aussi fascinant. Yuki traverse le récit comme un fantôme magnifique, mais derrière la beauté du trait, derrière le kimono et derrière la neige, il y a une tragédie absolue. Kazuo Koike construit une mécanique de vengeance implacable, et Kazuo Kamimura transforme cette mécanique en estampe sanglante. Ensemble, ils signent une œuvre dure, élégante, excessive, parfois inconfortable, mais impossible à oublier, et qui a laissé une trace de sang indélébile dans l'univers de la pop culture. Avant de passer à notre dose geek de la semaine, et si l'épisode vous a donné envie de lire le manga, de revoir le film avec Meiko Kaji, ou simplement de vous méfier des parapluies trop élégants, pensez à vous abonner à Supplément Geek, à laisser une note, un petit commentaire, à partager l'épisode à quelqu'un qui aime les histoires de vengeance, les mangas patrimoniaux, ou les héroïnes qui n'ont clairement pas besoin qu'on leur tienne la porte. Allez, on passe à mes lectures de la semaine, celles que je garde, parce que j'ai eu des belles boosts ces derniers temps, mais celle-ci, on n'en parlera pas. Et on commence avec Le Garçon et le Dragon, un one-shot signé Hidonaka au scénario et au dessin. Le manga a été prépublié au Japon entre 2022 et 2023 sur le site de l'éditeur Pi International. Si j'ai bien compris, c'est le premier manga professionnel d'Hidonaka. En France, c'est publié chez Doki Doki en grand format avec 336 pages. La sortie était d'abord annoncée pour novembre 2025, mais elle a été repoussée au 3 décembre 2025 à cause d'un petit problème d'impression. Shitaro, un jeune collégien,
manque de se noyer dans un lac d'un sanctuaire et se réveille sur un des bancs alentour. Il n'a pas vraiment de souvenirs en tête et se retrouve face à Yamabuki, un dragon qui pensait avoir en face de lui sa fiancée, celle qui l'attend depuis des siècles au fin fond de cette eau. Les deux sont seuls, paumés chacun à leur manière, et vont vivre ensemble une journée un petit peu hors du temps. C'est une rencontre fantastique, mais surtout très humaine, où il est question de solitude, d'amour, de souvenirs, de blessures, mais finalement, est-ce qu'on peut réparer un cœur brisé? Et quand je dis brisé, je veux dire, il est en miettes le cœur là, hein. On a bien marché dessus, on a tout écrasé comme ça. Ouh, c'est pas beau à voir. En vrai, ça fait très enfantin au premier regard, mais il y a une certaine violence dans le fond. Plus on avance, plus on voit les failles des personnages, leurs blessures et leurs peurs. Faut les avoir bien accrochés pour pas sombrer dans la déprime, si vous voulez mon avis. Niveau style et ambiance, on est sur du conte fantastique doux amer. C'est grand, c'est aéré, avec des belles cases, peu de dialogue et une ambiance très sensible. Le dragon n'est pas là pour faire dans l'épique, c'est tout l'inverse de l'heroic fantasy. Il est là pour porter de l'émotion, du merveilleux et une bonne grosse dose de mélancolie. Et les retours que j'ai vus vont souvent dans le même sens. C'est beau, touchant, très soigné graphiquement. Je suis allé voir ce qu'en disent Manga News par exemple, et ils soulignent notamment le design expressif de Yamabuki, c'est vrai. Les décors travaillés, c'est vrai aussi. Les belles pleines pages, oui je suis d'accord. Et ils parlent d'un conte attachant et facilement touchant. Bah ils ont tout raison. Et moi je confirme, c'est un très bon manga. C'est un one-shot facile, dans le sens où ça se lit très vite. Faut pas se fier à la taille du bousin, c'est un gros volume, juste d'apparence, mais il y a des grandes cases, peu de texte, donc ça file assez vite. Par contre, vous allez peut-être rester longtemps sur certaines cases, déjà parce que c'est beau, c'est vraiment très joli, et surtout parce qu'il faudra essuyer les petites larmes qui coulent sur vos joues. Donc, merci Ramsey, parce que c'est lui qui en parlait pendant l'épisode à la Casa Manga, et clairement, j'ai bien fait de l'écouter. Ensuite, on part chez Marvel avec Carnage, le tome 2, Descente aux Enfers. C'est le Carnage de Ramvi, Carnage 2022. C'est publié en France chez Marvel Panini Comics, avec une sortie VF le 23 août 2023, et là aussi ça faisait longtemps que c'était dans ma pile à lire. L'album fait 160 pages et contient les épisodes Carnage 6 à 12. Retenez bien, c'est important pour la suite. Côté auteur, on retrouve Ramvi et Alex Pacnadel au scénario, Roger Antonio et Francesco Mana au dessin, et Eric Arciniega aux couleurs. J'avais pas mal apprécié le premier tome, je vous l'avais dit ici même, c'est pour ça que je parle du deuxième, même s'il est un petit peu en dessous en vrai. Alors je remets du contexte. Après avoir été séparé de son hôte, Cletus Cassidy, notre ami le symbiote Carnage poursuit sa quête de pouvoir absolu. Il est accompagné par l'artiste, un tueur en série, et descend jusqu'à Hell, l'enfer asgardien, pour traquer Malekith, le maudit. Ça fait rêver jusque-là. En parallèle, on a l'inspecteur John Shade, hanté par la voix de Cassidy, qui tente de les devancer. Et forcément, comme on est chez Marvel, ça ne concerne pas seulement Carnage. Ça commence aussi à tirer les fils du côté de Venom et Eddie Brock. On aperçoit même un certain Spider-Man le temps d'une page. Sur le papier, l'ambiance est ultra prometteuse, symbiote, enfer asgardien, tueur en série, Malekith, quête de pouvoir absolu. On est sur du Marvel horrifique poisseux, mythologique, avec un Carnage qui veut devenir plus qu'un simple monstre tout rouge qui découpe des gens. Et le pitch est vendu comme une odyssée sanglante et ambitieuse vers le pouvoir absolu, mais mon ressenti, lui, est beaucoup plus mitigé. Je vais pas faire trop long, pour moi, c'est un pétard mouillé. Et c'est dommage parce que ça partait super bien. Ça allait vers l'épique, ça promettait des combats contre des dieux, des puissances gigantesques, des trucs beaucoup trop grands pour être raisonnables, et finalement, beaucoup de choses sont éludées. On te fait miroiter des affrontements énormes, mais soit ça passe trop vite, soit on les voit pas vraiment, soit ça n'a pas l'impact attendu, et tout ça pour arriver à une fin qui, pour moi, n'en est pas vraiment une. Et le pire, c'est que je savais même pas clairement quel titre il fallait lire pour avoir la suite. Suite que j'ai envie de lire en plus. Donc quelque part, ils ont gagné. Mais c'est justement ça qui m'agace un petit peu. C'est souvent ce qui me fatigue en vrai chez Marvel. Les continuités sont parfois mal foutues, c'est pas clair, ou en tout cas, c'est pas pensé pour quelqu'un qui veut juste lire une histoire tranquillement, sans sortir un foutu tableau Excel, 3 crossovers, 2 guides de lecture, et taper dans le fin fond de son portefeuille pour avoir enfin une histoire terminée. Bref, tout n'est pas nul, c'est bien ce qui me fatigue finalement, c'est bien ce qui me frustre. Carnage sans son hôte se débrouille bien,
enfin sans son hôte. Il est jamais si loin finalement, hein. Et justement, quand on aperçoit Cassady, c'est assez stylé. J'en dis pas trop, mais l'utilisation de cette maison, une sorte de labyrinthe lié à lui là, c'est vraiment très cool. Visuellement, il y a des choses très intéressantes aussi. Le côté symbiote, organique fonctionne vraiment bien. Et l'ambiance infernale a grave du potentiel. Mais voilà, une fin qui n'en est pas une, je trouve ça relou. On nous l'a vendu comme fini en 2 tomes à la base. Et les mecs, finalement, ils ont fait du Marvel marvelien. Pour avoir la suite de Carnage, il faut lire Carnage règne. Sauf que Carnage règne, c'est pas juste Carnage issue 13 et 14, c'est un crossover avec Miles Morales, Spider-Man et Red Goblin. Donc techniquement, l'album contient tout l'event, mais si comme moi, vous n'avez pas suivi Miles ou Red Goblin juste avant, vous risquez quand même d'avoir l'impression d'arriver au milieu d'une soirée où vous êtes le plus 1 de la connaissance du cousin du gardien de l'immeuble. Tant dire que personne vous connaît et que vous êtes un peu perdu. Et vous le savez, ici je ne parle que de choses que j'ai aimées. Ça m'empêche pas d'être critique, au contraire, puisque si j'aime pas, j'en parle pas. Mais là oui, je dois dire que j'ai kiffé le lire. Et c'est ça qui est énervant. Ce que je trouve frustrant, c'est que c'est pas illogique éditorialement. Mais niveau confort de lecture, on repassera quoi. Moi je voulais juste finir mon histoire de Carnage, pas remplir un dossier administratif pour comprendre quel symbiote a rendez-vous avec quel Spider-Man. Je m'en fous. C'est encore un beau petit exemple de capitalisme en comics qui te pousse à faire des trous dans tes poches. Bref, c'était quand même un peu bien, mais je vais pas lire la fin, et ça c'est un peu triste. Et enfin, je continue mon rattrapage de Dan Dadan. Tous les 5 tomes, je fais un point, et là je me suis fait les numéros 11 à 15. Dan Dadan, c'est le manga de Yokinobu Tatsu, publié au Japon chez Shueisha, de toute façon ils ont tout, sur Shonen Jump Plus, et en France chez Crunchyroll. Je vais être encore rapide, j'ai parlé plusieurs fois de Dan Dadan. Si vous connaissez pas, je vous renvoie directement vers mes autres épisodes, audio-vidéo, où j'ai fait des gros résumés à chaque fois. Rapidement donc cette fois-ci, on suit Momo Ayase et Ken Takakura, surnommés Okalen. Elle croit en fantômes, lui croit aux extraterrestres. Pour se prouver mutuellement qu'ils ont raison, ils partent chacun vérifier les croyances de l'autre. Et évidemment, les deux avaient raison. À partir de là, leur vie devient un joyeux bordel entre aliens, esprits, malédictions, pouvoir psychique, baston absurde, romance adolescente et yokai complètement tordu. Sur les tomes 11 à 15, on est dans une grosse montée en puissance. Le tome 11 démarre avec Momo attaqué sur son lieu de travail, les extraterrestres qui ciblent le groupe, la petite nouvelle, Vamola est soupçonné de les avoir aidés, un méchant esprit très moche et qui fait peur, Reiko Kashima, n'arrête pas de rôder, et les amis de Momo sont retrouvés gravement blessés. Niveau style et ambiance, Dan 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 c'est du chaos maîtrisé, ça peut être drôle, romantique, horrifique, épique et complètement débile dans le même chapitre, mais derrière le grand n'importe quoi, il y a un vrai cœur, le groupe et les liens qu'ils entretiennent. C'est tendre, parfois avec des traumas, il y a une vraie énergie shonen qui donne envie de tourner les pages comme un possédé. Et moi, sur ces tomes 11 à 15, je suis de plus en plus fan. Plus je lis Dan Dan Dan, plus j'aime Dan Dan Dan. Là, on creuse notamment Vamola, et ça, c'est vraiment cool, parce que la série ne rajoute pas juste un nouveau personnage pour faire joli dans le groupe. Il y a une vraie histoire derrière, une vraie émotion, et ça donne encore plus de poids à l'ensemble. Dans le dernier tome de cette salve, il y a aussi une autre figure qui prend plus d'importance. On l'avait déjà croisée, mais là, elle commence vraiment à exister davantage, et c'est la déléguée de classe. Vraiment un personnage ultra secondaire de base. Et son histoire est assez touchante, même si évidemment ça reste complètement barré, parce qu'on est dans Dan Dan et pas dans Plus belle la vie. Visuellement, c'est toujours aussi stylé, et dans ces 5 tomes, il y a clairement une montée en puissance phénoménale, avec un climax dark complètement monstrueux. J'en dis pas trop, mais c'est une vraie scène de bataille épique, assez longue, avec une très bonne tension. Le côté petite romance entre nos deux héros continue aussi d'apporter une légèreté qui balance bien avec le reste. Ça fait une petite respiration. Ça peut partir dans des combats énormes, des aliens, des yokai, des plans complètement absurdes, et d'un coup, il y a un regard, une gêne, une petite tendresse, et ça remet du cœur dans la machine. Je pense que la prochaine fois que je parlerai de Dan Dan Dan, ce sera pour les tomes 16 à 22, donc j'aurai rattrapé tout mon retard. Enfin sur cette série, parce que j'ai une pile à lire qui est haute comme un immeuble. Et voilà pour la dose geek de la semaine. Donc Le Garçon et le Dragon, très belle surprise, rapide à lire, mais pas rapide à digérer émotionnellement. Carnage, tome 2, une belle promesse, mais pour moi une fin frustrante.
et un petit goût de achète encore un autre bouquin pour comprendre la suite. Mais ça reste quand même assez cool à lire et le symbiote, j'adore. Ils sont dans mon cœur, les symbiotes. Et Dan Dan Dan, je suis de plus en plus accro et ces tomes 11 à 15 confirment que la série est un énorme bordel, mais un bordel tenu par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Et nous, on se retrouve très vite dans Supplément Geek pour continuer à parler manga, comics, cinéma, pop culture. La semaine prochaine, on visitera un établissement spécialisé dans les cas les plus dangereux de la médecine psychiatrique en compagnie d'un certain Bruce. Si vous avez une idée de notre destination, hop là, dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous, méfiez-vous des parapluies trop élégants et surtout, geekez bien vos geekeries. Ciao! Hasta la vista, baby.